Super. Bonjour tout le monde. Bienvenue à un webinaire du vendredi du réseau 1. Moi, c'est Mélanie Anne Smithman. Je suis une des co-responsables de la fonction des renforcements de capacité au réseau 1 Québec. Et aujourd'hui, on est vraiment chanceux d'avoir avec nous Maman Joyce Tegba qui va nous parler des ateliers délibératifs comme une stratégie, une alternative pour le transfert de connaissances. Juste avant de commencer, je vais juste vous rappeler, si vous voulez poser des questions pendant la présentation, vous pouvez cliquer sur le petit icône « Lever la main » à la fin de la présentation pour ouvrir vos micros pour que vous posiez les questions. Sinon, vous pouvez nous écrire vraiment tout au long de la présentation là, dans la boîte questions. Et puis, à la fin, je lirai vos questions pour que Joyce puisse y répondre. On va vraiment faire notre possible pour répondre à toutes les questions. Sans plus tarder, Joyce, je te laisse la parole. Parfait. Bonjour à tout le monde. Je me nomme Joyce Tegba. Je suis professeure adjointe à l'Université Laval, à la faculté de médecine, dans le département de médecine de famille et de médecine d'urgence. Et donc, mes intérêts de recherche portent beaucoup sur la collaboration interprofessionnelle, les ateliers délibératifs comme mode de transfert de connaissances, mais aussi l'engagement des patients, notamment des personnes issues de minorités ethnoculturelles dans la recherche. Et donc, c'est avec plaisir que je vais présenter ce webinaire, dont le titre est « Le dialogue délibératif, une alternative efficace pour le transfert des connaissances ». Le plan que je vous propose, donc, c'est d'abord une petite mise en contexte qui va permettre de resituer les origines de ce travail. Ensuite, à César, ce qui est à César, je remercierai les personnes qui ont contribué à ce travail. Je vous proposerai 3 objectifs d'apprentissage. Nous passerons ensemble à la définition de l'application des connaissances ainsi que des mécanismes qui permettent de le faire. Et enfin, nous nous attarderons à ce que c'est qu'un dialogue délibératif, aux étapes pour faire un bon dialogue délibératif, à comment évaluer un dialogue délibératif, et puis je vous laisserai avec quelques messages clés. Donc d'abord, la mise en contexte, c'est juste, comme je le dis, pour parler de l'origine de ce projet. Donc, il y a un projet qui est co-développé avec l'unité soutien SRAP, que j'espère vous connaissez. Donc, il est une unité méthodologique pour soutenir la recherche axée sur le patient, qui est une stratégie de recherche mise en place par les instituts de recherche en santé du Canada, qui vise à faire de la recherche autrement, c'est-à-dire faire de la recherche avec, par et pour les utilisateurs, notamment les patients, au lieu de le faire seulement pour eux et sans eux. Et donc, l'unité soutien, dont vous voyez le site, vous pouvez aller dessus pour avoir plus de détails. Donc, comme je le disais, l'unité soutien a plusieurs composantes. Et la composante qui nous a aidé à développer ce projet, la composante avec laquelle nous avons travaillé, c'est la composante application de connaissances. Ça, c'est le titre court, mais l'intitulé complet, c'est la composante recherche sur les systèmes de santé, sur l'application des connaissances et la mise en œuvre donc, des connaissances, qui est sous la direction de France Légaré. Et donc, ce travail que je vais présenter, en fait, le travail dont je présente les résultats est une résulte, comme je le disais tantôt, de ce projet que nous avons fait avec l'unité soutien SRAP du Québec, mais aussi de mon appartenance à un groupe de recherche qui est le groupe RENA, qui est dirigé par Christian Dagenet à l'Université Laval en psychologie. Et donc, le point commun de ces deux structures, c'est d'étudier le transfert des connaissances pour l'unité soutien de la perspective des sciences de la santé. Et pour l'équipe RENA, c'est surtout de voir l'état de la recherche sur l'application des connaissances en sciences sociales.
Et donc, avec le soutien financier de l'unité soutien, nous avons réalisé une revue exploratoire de portée, donc qui est une revue de type, une revue qui explore donc les connaissances disponibles sur un sujet assez vaste dans le but d'en faire une cartographie. Et donc, nous sommes partis de plus de 5000 articles et par un processus assez rigoureux et systématique, nous avons identifié 82 articles qui parlent des ateliers délibératifs, mais ces connaissances ont été soutenues grâce à la veille informationnelle de l'unité du groupe de recherche Renard sur l'état de transfert de connaissances. Dans le cadre de cette présentation, je vais utiliser de façon interchangeable transfert de connaissances et application de connaissances. Je reconnais qu'il y a une nuance, il y a beaucoup de cas théoriques d'ailleurs concernant ça, mais cette présentation va aller au-delà des débats sémantiques et donc je vais les utiliser de façon interchangeable. C'est maintenant l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce travail, dont les noms sont affichés sur l'écran et sans laquelle ce travail n'aurait jamais pu avoir lieu. Donc, je vous propose les 3 objectifs d'apprentissage que voici. D'abord, à la fin de la présentation, ce serait bien que nous puissions identifier les 3 principales caractéristiques d'un dialogue délibératif pour le transfert des connaissances, que nous puissions connaître les étapes, il y en a aussi 3, pour bien formuler et organiser un dialogue délibératif, et aussi que nous puissions nous engager à utiliser le dialogue délibératif comme un moyen de transfert des connaissances. Comme je le disais tantôt, j'utilise de façon interchangeable application et transfert des connaissances. Et je vais prendre une définition, celle qui est sur le site des Instituts de recherche en santé du Canada et qui définit l'application de connaissances comme un processus dynamique et interactif qui est composé donc d'une synthèse, d'une dissémination, d'un échange et de l'application ou encore de la mise en œuvre des connaissances de façon conforme à l'éthique. Il s'agit d'un processus dont la finalité est d'améliorer la santé et de renforcer le système de santé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus qui se déroule dans un environnement très complexe qui est fait donc d'interaction entre chercheurs et utilisateurs de connaissances, un environnement qui est très variable à cause donc de la nature de la recherche, mais aussi à cause des besoins des utilisateurs de connaissances. Je voudrais attirer votre attention sur 2 étapes de ce processus dynamique et itératif. C'est la dissémination et la mise en œuvre des connaissances. Là, c'est écrit application, mais j'aime mieux le terme mise en œuvre des connaissances parce que c'est vraiment au niveau de ces étapes que le dialogue délibératif va être utilisé comme un moyen de transfert des connaissances. L'autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a une multitude d'utilisateurs de connaissances. Ça va donc des patients, ça concerne les chercheurs, ça concerne les responsables de politique publique en santé, ça peut aller jusqu'au secteur privé et tout. Néanmoins, dans le cadre d'un dialogue délibératif comme moyen de transfert de connaissances, nos 2 personnes cibles, les 2 groupes de personnes cibles, c'est les chercheurs et les responsables, les gestionnaires ou responsables de politique. Donc, le dialogue délibératif peut inviter autour de la table et doit d'ailleurs inviter les autres acteurs, mais je voudrais préciser le fait que c'est un outil spécifiquement donc conçu pour les chercheurs et les gestionnaires ou responsables de politique. Le transfert de connaissances est connu pour donc son efficacité, donc lorsqu'on l'utilise bien. Cependant, il y a beaucoup de défis pratiques et des défis de recherche qui sont liés au transfert de connaissances ou à l'application de connaissances.
Une question qu'on ne cesse de se poser, c'est comment mobiliser ces utilisateurs de connaissances potentielles dont la plupart du temps les agendas sont tellement chargés, mais comment les mobiliser, comment les faire participer, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour avoir une participation réaliste, adaptable et variable dans le temps, et surtout comment adapter le message en fonction des personnes ciblées. Pour répondre à ces défis pratiques, plusieurs outils ont été proposés donc pour un meilleur transfert de connaissances. Je vais donc survoler donc une classification qui a été faite de ces outils, non sur la nature de ces outils, mais sur leur mécanisme d'action. Puis je vais y revenir un peu plus tard, ça sera très, très clair. Donc, il y a des outils de transfert de connaissances qui agissent ou qui sont efficaces parce qu'ils entraînent une sensibilisation, par exemple, des gestionnaires ou des décideurs. Il y en a qui permettent un accord mutuel entre les chercheurs et les décideurs. Il y en a qui facilitent l'accès à l'information et la communication donc de l'information entre ces diverses cibles. Il y a des mécanismes interactionnels, donc qui permettent une interaction en personne ou virtuelle entre les chercheurs et les utilisateurs de connaissances. Il y a des mécanismes qui sont faits pour développer les compétences. Donc, compétences, par exemple, à lire les résultats de recherche, compétences à lire les résultats d'une méta-analyse. Et enfin, il y a des mécanismes qui sont connus parce qu'ils modifient les structures et les processus des organisations pour faciliter l'utilisation des connaissances qui sont produites. Au niveau de la recherche, il y a une multitude d'outils, une multitude de termes, et des fois, c'est difficile de choisir quel outil est plus efficace et dans quel contexte. On se demande si j'utilise, par exemple, un outil qui permet la sensibilisation, est-ce que c'est plus efficace qu'un outil qui permet l'interaction entre ces deux catégories? Et donc, l'état des connaissances, j'espère que la diapo se fait voir comme il faut, l'état des connaissances, donc, a permis de savoir qu'il y a des outils qui sont plus ou moins efficaces, puis il y en a qui sont certainement efficaces et il y en a, on ne sait pas s'ils sont vraiment efficaces ou pas. Alors, concernant, je vais passer rapidement les mécanismes de sensibilisation. On a un feu rouge, c'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances, il n'est pas certain d'attribuer l'efficacité donc de ces mécanismes aux résultats qu'on observe. Pour être plus concret, par exemple, la sensibilisation est définie par le fait qu'on attire l'attention des décideurs et donc pour favoriser une attitude positive vis-à-vis de la prise de décision. Par exemple, lorsqu'on fait des activités d'établissement de priorités de recherche, donc au sein d'un organisme qui va utiliser après ces décideurs, ces recherches, lorsqu'on implique les décideurs dans plusieurs phases du processus de la recherche, le feu rouge veut dire simplement qu'en l'état actuel des connaissances, on n'est pas sûr que la sensibilisation à elle seule suffisent à faciliter l'utilisation des connaissances. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut pas utiliser ces outils, mais c'est qu'il faut davantage les documenter et surtout faire la preuve de leur efficacité. Il y a un feu vert pour certains mécanismes. Lorsque, par exemple, je vais te donner juste un exemple et puis si vous voulez plus de précision, on peut y revenir à la période des questions. Lorsqu'il y a des initiatives qui sont faites, par exemple des ateliers pour former les gestionnaires à la prise de décision ou à l'utilisation donc des connaissances scientifiques pour prendre des décisions. Donc, ces mécanismes qui développent des habiletés et qui permettent donc d'améliorer la compréhension des données probantes sont connus pour leur efficacité, c'est-à-dire sont connus pour faciliter un transfert de connaissances. Donc, c'est ce que veut dire le feu vert. Et aussi, lorsque on facilite l'accès à des données, donc à une banque de données de revues systématiques, par exemple, c'est connu pour faciliter le transfert des connaissances. Comme je le disais tantôt, il y a un feu orange, c'est-à-dire que l'état actuel des connaissances ne permet pas d'attribuer en fait l'efficacité du transfert de connaissances à ces interventions
Et c'est les mécanismes d'interaction et les mécanismes de structure et processus. Et un mécanisme d'interaction, simplement, c'est un mécanisme qui encourage les interactions entre les chercheurs et les décideurs. Et les ateliers ou dialogues délibératifs font partie de ces mécanismes-là. Et j'en parle maintenant pour dire que pour les chercheurs qui sont en train de m'écouter, c'est vraiment utile de toujours être motivé à évaluer, à produire des connaissances afin de documenter l'efficacité donc des ateliers délibératifs ou des courtiers de connaissances dans une organisation pour l'efficacité, pour en démontrer l'efficacité ou non, donc leur rôle donc, dans le transfert des connaissances. Ceci m'amène à définir les ateliers délibératifs. Encore une fois, je vais utiliser de façon interchangeable atelier et dialogue délibératif. J'aime bien le mot dialogue parce que des fois, quand on utilise atelier délibératif, on a l'impression que c'est juste un atelier de formation, mais j'aime bien le mot dialogue parce que ça nous ramène au focus à ce qui est important, c'est-à-dire de faciliter le dialogue. Donc, les ateliers délibératifs ou dialogues délibératifs pour le transfert de connaissances peuvent être définis comme un processus. Donc, c'est important de savoir que c'est un processus qui facilite l'échange d'informations, mais qui facilite aussi l'analyse critique des données de recherche. Donc, en principe, il n'y a pas d'atelier délibératif pour le transfert de connaissances, on s'entend, qui ne partent pas des données de recherche. Ça, c'est important. Et que ça permet donc d'examiner cette donnée de recherche, mais suivant plusieurs perspectives, expériences et connaissances, notamment des connaissances, les expériences et les perspectives de nos deux groupes dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire les chercheurs et les décideurs ou gestionnaires. Et l'autre caractéristique, donc la troisième caractéristique d'un dialogue ou d'un atelier délibératif, c'est que ça se rapporte à une question qui est hautement prioritaire pour les personnes qui sont donc touchées par de telles décisions. C'est vraiment important que la question soit déjà une haute priorité pour les personnes concernées. Et enfin, le dernier, et non le moindre, la dernière caractéristique, c'est qu'un dialogue délibératif aboutit à un consensus. En résumé, comme je l'avais dit tantôt, les dialogues délibératifs font partie des mécanismes interactionnels de transfert de connaissances. C'est pour ça, même si ça a pris un peu de temps, il fallait clarifier les autres mécanismes parce qu'ils favorisent donc l'interaction entre les différents groupes d'acteurs dont on a parlé. Et ils sont caractérisés, je me répète, mais je pense que c'est important par l'examen des données de recherche et aussi la présence de plusieurs logiques autour de la table qui peut être virtuelle et ils aboutissent à une entente. Donc, on peut avoir un consensus, mais on peut ne pas avoir un consensus, mais on s'entend d'aller chercher ce consensus d'une certaine façon. Et le moyen pour aboutir à tout ça, c'est le moyen de la délibération. Et c'est quoi la délibération? Il s'agit d'une discussion éclairée qui est tournée vers le bien commun. Et la délibération est différente d'un simple marchandage. Elle n'est pas non plus une simple modification des préférences des parties prenantes lors des échanges. Et elle n'est certainement pas un débat dont elle se distingue par plusieurs choses. Alors que le débat a pour but de s'opposer à quelqu'un, d'argumenter, de s'affirmer, de promouvoir ses opinions dans un but persuasif et ultimement de gagner ou de perdre le débat. Le dialogue délibératif ou le processus délibératif vise ultimement à faire des choix ensemble, à apprendre des autres, à créer des relations, à discuter et à collaborer. Donc, je pense que le point important, le point fondamental, c'est de savoir qu'on est dans le cadre d'un dialogue et non d'un débat, et c'est fondamental. Dans la littérature, vous trouverez plusieurs synonymes des ateliers délibératifs ou dialogues délibératifs. Et j'en ai mis quelques-uns parce que la plupart de la littérature, comme d'habitude, va se retrouver en anglais. Donc, les synonymes, c'est deliberative dialogue ou les forums délibératifs ou des panels de consensus ou think tank.
Donc, pardon, vous avez tous ces synonymes, mais j'attire votre attention sur le fait qu'un dialogue délibératif est différent d'un focus group. Parce que le focus group, c'est une technique de collecte de données dans le cadre d'une recherche qualitative. C'est important parce que lorsque nous, on a examiné la littérature, on avait justement trouvé qu'il y a 4 articles qui ont classé des focus group comme dialogue délibératif. Donc, c'est important de savoir, parfois, dans le fond, le but, donc pour pouvoir vous assurer que c'est un dialogue délibératif ou un focus group, c'est juste de se poser la question, quel est le but? Si c'est un outil, si c'est une technique de collecte de données dans le cadre d'une recherche qualitative, alors c'est certainement pas un atelier délibératif. Mais si les 3 caractéristiques, on examine les données de recherche selon la perspective de plusieurs acteurs dans le but de prendre une décision, d'arriver à une entente à propos d'une question qui est hautement prioritaire, alors on est dans le cadre d'un atelier ou d'un dialogue délibératif. Les dialogues délibératifs sont faits donc pour faciliter la prise de décision basée sur des données probantes, mais il faudrait aussi savoir que quel que soit ce qu'on dise, les décisions parfois, surtout dans le domaine politique, ne sont pas nécessairement basées sur les données probantes et qu'il y a parfois le côté non rationnel qui peut intervenir. C'est ce qui complexifie toute l'évaluation des mécanismes de transfert de connaissances parce que le mécanisme en soi peut être bon, mais l'environnement politique du moment a fait que ce mécanisme n'a pas abouti à une prise de décision éclairée. Donc, pour les évaluateurs qui sont à l'écoute, c'est important de savoir que c'est très difficile donc de discerner ce qui a vraiment permis de prendre la décision. C'est ce qui complexifie, comme je le dis, la preuve donc de l'efficacité de ces outils de transfert de connaissances. Dans la littérature que nous avons vue, pourquoi est-ce que les ateliers délibératifs sont organisés? On a trouvé 3 raisons. Pour définir des priorités de santé publique ou de recherche, pour créer ou mettre en place un algorithme de traitement ou encore pour évaluer une plateforme de transfert de connaissances. Les ateliers délibératifs que nous avons examinés pouvaient se faire soit en personne uniquement. Parfois, il y avait une alternance entre des rencontres en personne et des discussions par email ou par téléphone. Nous avons aussi trouvé des combinaisons de vidéoconférences et de rencontres en personne. Il est difficile de dire, de donner des préférences ou d'être prescriptif quant au format. Néanmoins, la littérature sur ces dialogues, quand même, ont montré qu'une rencontre en personne est toujours préféré par tous les participants, quels qu'ils soient. Et donc, comme je le dis, le lieu des dialogues délibératifs dans l'étude que nous vous présentons variait beaucoup. Dans la plupart des cas, malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, les rencontres se faisaient dans un centre de recherche, mais la littérature et les discussions, les expériences de ces personnes oriente plus vers le choix d'un lieu neutre afin donc que les personnes qui participent au dialogue ou à l'atelier soient libres. Donc, un lieu qui n'est pas fortement significatif, fortement stigmatisant pour les personnes. Par exemple, on ne va pas les inviter au Parlement. Ben, si tout le monde est à l'aise, oui. Donc, encore une fois, il n'y a pas de prescription, mais les conseils que nous avons trouvés dans la littérature, quand même, nous orientent à dire, dans la mesure du possible, un lieu neutre où tous les discutants, donc les personnes qui sont là, soient à l'aise. Qui c'est qui participe aux ateliers délibératifs dans les études que nous avons vues? Évidemment, les 2 groupes qui sont centraux, les personnes centrales, comme je l'ai dit, les chercheurs, les décideurs et les gestionnaires. Mais il y a aussi les lobbyistes, les professionnels de santé, les patients et les publics, les sociétés privées, les facilitateurs et aussi les médias. Un dialogue délibératif peut durer combien de jours? Il n'y a pas de prescription, encore une fois. On a trouvé des dialogues délibératifs qui ont duré 2 jours. On en a trouvé qui ont duré 2 heures. Et en moyenne, il y avait une dizaine de personnes. Là encore, les évaluations que nous rapportons
disent en fait, idéalement, pour pouvoir faciliter la discussion, l'idéal serait d'avoir une dizaine de personnes par groupe de travail, mais on peut avoir 4 à 5 groupes de travail. Donc, un total de 50 personnes semble raisonnable et il faut alterner des discussions en groupe, en grand groupe, donc en plénière, avec des discussions en sous-groupe pour l'efficacité donc des dialogues délibératifs. 3 grandes étapes pour planifier les ateliers délibératifs ou les dialogues délibératifs. Il y a un avant, un pendant et un après. C'est assez intuitif, mais je pense que ce qui est important, c'est que l'étape de planification est tellement fondamentale et je vais attirer votre attention sur 3 grandes choses qui doivent donc être faites à la phase de planification pré-atelier ou pré-dialogue. C'est qu'il faut identifier les participants de manière transparente et équitable. Mettons, vous voulez faire un dialogue délibératif sur un traitement de diabète qui vient d'apparaître. Donc, il faut savoir qui c'est. Vous avez donc de la recherche qui montre que c'est assez efficace et vous voulez un changement. Donc, il faut voir c'est qui les personnes qui doivent être impliquées dans la discussion, les identifier d'avance et aussi réaliser une revue de la littérature. Donc, ça, c'est du côté de l'équipe de recherche. Et surtout, moi, je pense qu'il y a un élément à ne pas du tout négliger à l'étape de préparation, c'est qu'il faut rédiger des notes de politique, c'est-à-dire que l'équipe de recherche est tenue de présenter l'information, les données de recherche sous forme adaptée, sous forme digeste, c'est ce qu'on appelle les notes de politique ou les policy briefs, aux gestionnaires qui vont être là. Les erreurs qui ont été rapportées, c'est de prendre un article scientifique et de l'envoyer, un article de 10-20 pages au gestionnaire, puis d'en faire la base de la discussion. Là, c'est la voie royale pour échouer son dialogue délibératif. Alors, pour moi, l'important, c'est vraiment de prendre du temps pour traduire les informations de la recherche sous forme digeste, sous forme adaptable pour l'audience qui est invitée à discuter. Pendant le dialogue, évidemment, il faut préparer la discussion et puis discuter de manière à aboutir à un consensus en se rappelant qu'on n'est pas dans le cadre d'un débat, mais d'une délibération. Et le après qui est souvent oublié, c'est qu'il faut agir durablement sur le long terme et souvent les dialogues peuvent finir en queue de poisson sans qu'il n'y ait donc de mesures pour mettre en œuvre les décisions qui ont été faites et ça aussi c'est vraiment visé à l'échec, donc il n'y a pas de mise en œuvre des décisions qui seront prises. Les prochaines diapos, je vais les passer rapidement parce que je veux donner du temps pour les questions. Mais en fait, ces diapos, ce qu'elles font, c'est qu'elles précisent à chaque étape ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il y a, c'est que les diapos vont être mises à votre disposition et puis vous avez nos coordonnées si vous voulez plus d'informations. Donc, à l'étape avant, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre en place un comité d'organisation, il faut cartographier les différentes parties prenantes, définir les rôles des participants et puis organiser des réunions si besoin pour fixer ou trier la liste des présentateurs. Et donc, pour la revue de la littérature, ça dépend donc, du temps dont vous disposez et évidemment des moyens, des ressources. Mais dans la mesure du possible, ce serait bien d'interviewer toutes les parties prenantes pour connaître leurs priorités et leurs attentes par rapport à cette réunion, de former des facilitateurs ou d'engager des facilitateurs. Nous, dans notre expérience ce qu'on a eue, c'est qu'on a beaucoup utilisé des journalistes ou des vulgarisateurs scientifiques qui sont des personnes déjà habiles, déjà habituées à faciliter de telles rencontres. Mais malgré ça, il y a eu des réunions préliminaires pour que ces personnes sachent les parties prenantes. Une erreur qu'on a vue dans les dialogues délibératifs, c'est que si le facilitateur n'a aucune idée ou alors s'il vient avec une idée seulement vague des parties prenantes, des fois ça retarde donc l'ambiance, ça retarde l'alchimie qu'on veut créer lors de ces dialogues délibératifs. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour discuter avec les facilitateurs et qui connaissent les différentes parties prenantes.
Un conseil aussi, c'est que quand on n'a pas assez de ressources pour peut-être engager un facilitateur, parfois un membre de l'équipe de recherche, mais qui n'a pas été activement impliqué dans toutes les étapes de la recherche, peut aussi animer. Mais c'est à vous de voir les pour et les contre parce qu'il faudrait que les gestionnaires ne voient pas en cette personne-là un chercheur qui veut comme faire valoir le point de vue. Donc, tout ça, c'est discutable, comme je le dis encore. Rien de prescriptif, c'est juste des conseils. Et enfin, il faut définir le rôle des parties prenantes, qui fait quoi, et puis, comme toute organisation, s'assurer qu'on puisse s'y prendre d'avance. Il y a une liste de matériel type que nous avons vu dans la littérature qui peut vous être proposée pour vos formations, pour vos ateliers délibératifs. Je ne vais pas rester là-dessus longtemps. Pendant l'atelier délibératif, ce qui est intéressant, c'est de remettre les documents importants pour l'atelier, d'accorder du temps aux participants pour lire la note de synthèse. Il faut évidemment le faire avant. Et puis, il faut remettre aussi des règles concernant l'atelier délibératif, c'est-à-dire que les gens sachent, le Chatham House Rule, c'est par exemple, que c'est une règle qui dit que toutes les informations qui sont partagées lors d'une réunion doivent rester dans la réunion. Et vous pouvez dire aux gens, si vous prenez des photos, qu'est-ce que vous en faites? En fait, il faudrait que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de surprise après, qu'il n'y ait pas de déception après pour l'utilisation nominative d'une citation, donc qui peut faire mal à quelqu'un. On sait qu'on est dans des sphères hautement sensibles de politique et de prise de décision, alors il faut respecter ces règles. Discuter pour aboutir à un consensus, ça c'est de l'art aussi du facilitateur pour faciliter la délibération, pour voir dans le groupe s'il y a des personnes qui sont un peu moins promptes à participer, aller les interpeller. Donc, toutes les stratégies de communication et puis l'habileté, la dextérité, j'allais dire, du facilitateur, donc peuvent donc faciliter, peuvent permettre donc une discussion et aboutir soit à un consensus en séance tenante ou alors à une décision, à un plan pour arriver à une entente ultérieurement. Le après, ce qui est important, c'est d'évaluer l'atelier. Donc, l'évaluer à court terme avec des questionnaires ou des entrevues si besoin, mais aussi l'évaluer à long terme. Donc, une deuxième liste de matériel dont vous pouvez disposer, c'est tout ce qui est logistique, des photos, des stylos, tout ça. Mais c'est assez concret parce que notre but, c'est qu'à la fin de ce webinaire aussi, que ce soit plus facile de s'engager donc dans l'utilisation des ateliers délibératifs. Et le après, donc après l'évaluation à court terme, il faut rédiger le rapport. Souvent, les participants s'attendent à recevoir ce rapport avec les recommandations. Donc, il faut déjà identifier le groupe qui va être responsable de rédiger le rapport et puis aussi agir durablement, c'est-à-dire je pense que ça c'est un point essentiel, ne jamais laisser les décisions en queue de poisson, mais suivre sur le long terme, identifier, non seulement faire des recommandations, mais surtout identifier qui est responsable de quoi. Et ça permet un sentiment donc une appropriation donc de ces recommandations et de cette décision. Et ça permet aussi d'avoir des indicateurs de suivi de leur mise en œuvre sur le long terme. Il y a aussi du matériel qui peut être donné, donc qui peut être utilisé pour évaluer les ateliers délibératifs. Quand on parle d'évaluer les ateliers délibératifs, pourquoi les évaluer? D'abord, on part d'un postulat de base que quand on fait le transfert ou l'application de connaissances, c'est pour éviter de gaspiller des ressources parce que des recherches qui ne sont pas traduites en connaissances pratiques, donc c'est du temps gaspillé pour faire ces recherches. Quand on parle de transfert de connaissances, un autre postulat de base, c'est qu'on veut éviter les longs délais entre la production du savoir, sa dissémination et sa mise en œuvre. Et c'est qu'on part du postulat aussi qu'on est capable d'optimiser la prise de décision, notamment politique, qui sont basées sur des données probantes,
mais avec le bémol que toute décision n'est pas rationnelle et qu'il y a des impondérables politiques sur lesquels personne n'a la maîtrise. Cependant, nous avons vu dans les études que l'évaluation des ateliers délibératifs est un point faible. C'est un tendon d'Achille. Les études qui rapportent une évaluation ont des faiblesses méthodologiques, soit c'est des enquêtes de satisfaction et tout, mais bon, lorsque l'information est rapportée, on trouve que ce qu'on rapporte, c'est que les ateliers délibératifs permettent donc d'améliorer la connaissance des personnes qui participent à l'atelier, mais pas plus approfondi que ça. Ça, je vous montre juste ce cadre pour vous dire qu'il y a une infinie possibilité d'évaluation. Donc, il y a beaucoup de cadres. Vous pouvez faire des partenariats avec des équipes de chercheurs. Vous pouvez faire des partenariats avec, soit vous-même trouver un évaluateur externe, une firme de consultation d'évaluation. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment évaluer les ateliers délibératifs ou les dialogues délibératifs. Vous pouvez vouloir évaluer la planification et l'organisation simplement. Vous pouvez vouloir aller loin en voyant est-ce que les résultats ont été utilisés et comment est-ce qu'ils ont été utilisés. Est-ce qu'ils ont été utilisés de façon simplement symbolique, peut-être par un gestionnaire pour légitimer une décision politique qui était en attente, ou est-ce qu'elles ont été utilisées, donc ces résultats ont été utilisés pour améliorer une pratique? Il y a une infinie possibilité d'évaluation. Je pourrais en parler plus longuement. Aussi, j'avais parlé de qui évalue. Il faut habituellement le déterminer avant de faire l'atelier. Et je pense que c'est ici l'occasion de dire qu'on peut faire des partenariats avec des équipes de recherche pour évaluer ces ateliers délibératifs. Quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser, c'est quelle est l'incidence des ateliers délibératifs sur la prise de décision? Une autre question, c'est dans quelle mesure les ateliers délibératifs ou notre atelier délibératif, notre dialogue délibératif a-t-il permis de régler le problème qui a été à l'origine de l'organisation de ces ateliers? Il y a quand même dans l'organisation, la planification et l'évaluation des ateliers délibératifs quelques difficultés concrètes qui sont rapportées par pratiquement toutes les études. Il y a une que je vais mentionner, c'est la difficulté d'aboutir à un consensus. Et malheureusement, des fois, il n'y a pas de consensus. Mais je pense que, comme je l'ai dit au début, ce qui est important, même en l'absence de consensus, c'est au moins s'entendre sur les actions à mener dans le futur pour aboutir à un consensus. Ça, c'est important et c'est le seul que je vais mentionner. Il peut y avoir aussi des difficultés financières parce que toute la partie évaluation, on a fait une formation sur les ateliers délibératifs et on a simulé un budget et ça peut rapidement monter, donc l'addition. Donc, voir si vous voulez, en fonction réalistement de vos ressources, jusqu'à quel point est-ce que cet atelier en lui-même peut constituer donc un objet de recherche ou si vous le faites juste pour améliorer les pratiques, la décision vous revient. Au terme donc de cette revue exploratoire et de notre participation au groupe Renard, il y a des choses à encourager. Donc, comme je dis, ce n'est pas prescriptif. C'est que lorsque vous organisez un atelier délibératif pour le transfert de connaissances, il est conseillé de choisir un espace interactif et dynamique de dialogue et de collaboration, de choisir une salle qui facilite une bonne interaction, de choisir un animateur, un facilitateur expérimenté dans la mesure bien informé et neutre, de sécuriser un financement adéquat et de raisonnablement choisir un temps entre 2 heures et 2 jours pour les ateliers délibératifs. Et il y a des choses qui sont donc déconseillées, qu'il ne faut jamais faire lorsque vous faites un atelier délibératif. Donc, c'est la remise tardive des notes de synthèse de l'atelier. Donc, remettre les notes de synthèse une semaine avant l'atelier est fortement déconseillé. Le fait de faire rédiger, et ça, je crois que je vais insister là-dessus,
le fait de faire rédiger une note de synthèse exclusivement par des chercheurs, sans que cette note ne soit révisée par les autres décideurs, est à décourager. Dans le fond, c'est à proscrire parce que, en fait, c'est un blocage à la compréhension des résultats de recherche qui, comme on l'avait vu au départ, sont la base du dialogue délibératif. D'autres barrières ont été notées dans la littérature, notamment des dialogues, des problèmes de langue. Donc, on avait vu que, par exemple, il y a des personnes qui sont complètement bilingues, mais qui sont plus à l'aise dans une langue. Donc, lorsque vous les invitez à venir à un atelier délibératif, par exemple, pour un francophone en anglais, en présupposant que la personne est fonctionnelle dans les deux langues, parfois, il faut faire attention parce qu'ils sont plus à l'aise. Donc, il faut juste faire attention à ces détails. Et donc, aussi, le dernier point, c'est des fausses promesses sur la disponibilité ou la qualité des données. Donc, il ne faut pas procéder à l'inflation donc de nos résultats de recherche pour influencer la prise de décision. En gros, comme vous le voyez, je termine sur des notes pratico-pratiques pour dire que oui, il y a des lacunes à combler quant à nos connaissances actuelles sur les ateliers délibératifs. Néanmoins, selon ma perspective, puis ça n'engage que moi, les ateliers délibératifs demeurent, à mon avis, un moyen très, très utile dans plusieurs contextes dans lesquels moi je travaille, où la délibération, où les rencontres en personne sont très privilégiées. Et donc, c'est un défi supplémentaire pour les chercheurs de suivre ces ateliers délibératifs, de les évaluer afin donc de prouver, donc de donner des données, afin de combler ces lacunes et de soit démontrer leur efficacité dans quel contexte et pour qui, ou alors d'infirmer leur efficacité et là encore en explicitant ce qu'on entend par efficacité. Je vais terminer là et puis prendre des questions. Merci. Merci beaucoup, Joyce. C'était super intéressant. Donc, juste pour vous rappeler, vous pouvez poser une question en levant la main. On va vous ouvrir le micro pour que vous puissiez poser votre question à haute voix. Et sinon, vous pouvez nous écrire dans la boîte questions. Juste vous rappeler aussi que vous pouvez télécharger la présentation dans la section documents à distribuer si ça vous intéresse. Donc, Joyce, on a une première question qui nous vient d'Yves Couturier, qui est notre directeur scientifique du réseau 1, et qui demande quels sont les rôles spécifiques d'un réseau comme le réseau 1 dans l'établissement d'une culture délibérative. OK, merci Yves. Donc, si je comprends bien, c'est quoi le rôle d'un réseau comme le réseau 1 dans l'établissement d'une culture délibérante? Moi, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'on peut concevoir le réseau 1. Je connais le réseau 1, j'espère que toutes les personnes en ligne savent de quoi il s'agit. Donc, sinon, après, ben, vous pouvez aller sur le site du réseau 1. Mais donc, en fait, je pense que le réseau 1 peut être imagé, peut être considéré comme ce que j'appelle un espace, j'appelle ça souvent un espace participatif, c'est-à-dire qu'on parle de dialogue délibératif, on sait qu'il y a plusieurs parties, donc il y a les chercheurs, il y a les décideurs, et comme j'ai dit, même si le focus ici, c'est sur les chercheurs et les décideurs, il y a toutes les autres parties que j'ai citées, il y a les patients, il y a tout ça, et le réseau 1, déjà, dans sa nature, dans son essence, regroupe déjà ces différentes parties prenantes en son sein. Donc, en tant que structure, il s'agit d'un espace qui, a priori, doit favoriser la délibération. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que le réseau 1 le fait? C'est-à-dire qu'on peut avoir un espace participatif sans créer de la participation, sans créer de la délibération. Donc, ce que la réponse à Yves, c'est que sa constitution et sa structure fait du réseau 1 un espace idéal, optimal pour la délibération. Maintenant, ça, c'est sa structure. De façon fonctionnelle, le réseau 1 devrait donc pas passivement, parce qu'on est un espace participatif ou délibératif, mais activement provoquer donc de la délibération. Et ça, le réseau 1 le fait déjà. Par exemple, lorsque vous allez souvent
aux journées scientifiques ou autour des affiches, en fait, on entend la voix de toutes les parties. C'est ce qui est important. On entend la voix des chercheurs, on entend la voix des décideurs, on entend la voix des patients. Mais ce qu'il y a l'indicateur pour moi pour vérifier que le réseau 1 le fasse bien ou alors s'il y a des endroits à améliorer, c'est de voir dans quelle mesure l'appartenance au réseau 1 a permis donc, de discuter de questions hautement prioritaires, donc de délibérer de ces questions, c'est-à-dire non dans une attitude confrontante d'opposition, mais de délibération. Un deuxième indicateur, c'est de voir dans quelle mesure des projets de recherche ont été faits de façon conjointe avec ces différentes parties prenantes. Et aussi, c'est d'aller voir sur le terrain, parce que le réseau 1 est très porté vers le changement des pratiques, de voir dans quelle mesure le réseau 1 a permis des changements de pratiques, soit en rapprochant les décideurs des chercheurs et des patients, soit en allant donc stimuler, j'allais dire, la délibération dans ces milieux de pratique. Mais a priori, c'est un espace de délibération, c'est sûr. Merci beaucoup. On a une autre question qui nous vient de Maman Chouanière qui demande est-ce qu'il y a lieu d'enregistrer les propos tenus pendant l'atelier délibératif? Et ça revient aussi à une question que j'avais là, au niveau de l'éthique de faire des ateliers délibératifs. Est-ce qu'on peut les enregistrer et c'est quoi les enjeux éthiques à ce niveau-là? OK. La réponse à cette question, elle est double. En fait, comme j'avais dit, ça dépend des règles que vous mettez de l'avant et puis ça dépend donc de l'objectif visé à enregistrer. Pardon, donc je vais donner deux cas de figure. Premier cas de figure, tous les participants consentent à ce que leurs propos soient enregistrés et utilisés dans les règles de l'éthique, c'est-à-dire non diffusés en dehors de ce contexte et utilisés juste pour produire le rapport et faciliter le suivi des décisions. Une fois que vous avez l'autorisation verbale ou écrite, peu importe, des participants, ils sont considérés dans ce cadre comme des experts participant à une réunion et donc la réunion peut être utilisée et là, c'est l'équipe de recherche ou la personne qui enregistre qui est garante donc de respecter ça et ça se base sur la confiance que les participants vous font. Le deuxième cas de figure, c'est si vous voulez évaluer les ateliers délibératifs ou le dialogue délibératif pour produire de la connaissance. Dans ce cas, le dialogue délibératif devient en lui-même un objet de recherche et non seulement un objet de recherche et non seulement un outil d'amélioration d'une pratique. Là, ce que vous allez en faire, c'est que lorsqu'il y a une recherche évaluative, vous allez analyser les propos des gens, vous allez voir dans quelle mesure, et là, vous faites de la recherche. Et toute recherche dont vous avez besoin d'avoir une approbation éthique, ça varie en fonction des comités. Il y a des comités qui vont facilement vous dire, allez-y, on vous donne une exemption d'éthique, mais vous avez besoin de produire ça aux participants avant donc d'utiliser ça pour produire des connaissances et publier vos résultats. Donc, lorsque vous ne savez pas au départ si vous allez faire une recherche à partir de ça, donc vous pouvez juste aller obtenir le consentement pour un enregistrement. Et si donc vous décidez après d'en faire la recherche, il faut aller au comité d'éthique et revenir obtenir le consentement de vos participants. Mais si vous pensez que vous pouvez faire un partenariat avec une équipe de recherche dès le début de votre planification, comme ça, eux, ils prennent le fardeau de passer à l'éthique et puis vous le faites en une fois. C'est ma réponse d'après mon expérience. Merci beaucoup. J'avais aussi une question qui me traversait l'esprit quand tu parlais des différentes choses que tu avais vues dans la littérature. Je me demandais comment est-ce qu'on peut gérer les relations de pouvoir qu'il y a entre les différents acteurs qu'on invite à un atelier délibératif et comment est-ce qu'on peut gérer ça pour éviter justement que ça soit une question d'opposition et de débat qui s'installe au sein de l'atelier. Excellente question. Je pense que si j'avais la réponse, mais en fait, plus sérieusement, c'est la première façon, c'est qu'il faut reconnaître là qu'on est dans un espace où il y a des rapports de pouvoir. Déjà, je pense le nier, c'est vraiment se voiler la face, la politique de l'autruche. Donc, reconnaître qu'il y a des rapports de pouvoir, ça c'est certain. Et donc, de savoir comment les gérer. Les moyens qui sont proposés, donc comme je dis, il n'y a rien de prescriptif,
c'est de faciliter. En fait, il faudrait que vous vous assuriez que tout le monde s'exprime librement. Et un des moyens qui sont proposés, c'est justement le lieu. C'est-à-dire, si vous invitez un chercheur au ministère, ben, il peut être à l'aise, là, mais idéalement, si tout le monde est dans un hôtel quelque part où apparemment, ça détend l'atmosphère et même si toujours les rapports de pouvoir existent, ben, ça peut être quand même un peu plus amical, entre guillemets, que dans un endroit très formel et très, par exemple, même dans un centre de recherche. Mais ceci dit, si votre budget ne vous le permet pas, ben, vous n'avez pas le choix. L'autre chose qui est aussi préconisée, c'est le droit de parole. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui systématiquement vont faire un tour d'étape pour toutes les questions, mais je ne dirais pas que ce n'est pas conseillé. En tout cas, c'est avec votre animateur que vous verrez de s'assurer. En fait, le point, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui interviennent sont à l'aise pour parler. Et l'autre chose aussi, c'est, comme j'avais dit, alternance de plénière et de groupes et de séances en petits groupes. Il est conseillé en début de séance, ça dépend de la durée de votre atelier, d'avoir des groupes homogènes. Par exemple, si vous avez des gestionnaires, des politiciens, des chercheurs, que toutes ces personnes se rencontrent le temps d'un café, quelque chose pour se connaître et savoir qu'on n'est pas seul parce que, par exemple, on le voit souvent avec les patients, lorsqu'ils sont en groupe, ça donne de la force et pareil aussi. Donc, que ces petits groupes se rencontrent au début, mais après, on conseille aussi d'avoir des groupes hétérogènes. Mais tout ça, c'est à vous de voir. Et le dernier mécanisme qu'on a vu aussi, c'est de mettre en place un dispositif pour, entre guillemets, se plaindre. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas à l'aise, puis ne peut pas le dire parce qu'il y a un groupe qui domine, qui est une personne ressource qui peut recueillir instantanément ses plaintes et voir si on peut l'améliorer. Donc, tout ça, comme Mélanie, tout ça, c'est des techniques. Sont-elles efficaces? Je saurais le dire, mais c'est sûr qu'il y a toujours le risque d'avoir un groupe qui domine et puis tout ça, c'est des tentatives pour minimiser ce risque-là. Super, je pense que c'est des bons conseils bien pragmatiques pour tenter d'y arriver. On a une autre question qui nous vient de Yves Couturier encore, qui demande le consensus d'un atelier délibératif. Comment est-ce qu'on le détermine? Est-ce que c'est une convergence? Est-ce que c'est une unanimité? Est-ce que c'est une majorité? Pour le déterminer, ben, c'est aux participants de dire, là, et idéalement, il faut le discuter avant, là, que voilà, par exemple, un problème pratique, là, on veut changer le dossier électrique, le dossier médical électrique au Québec. Donc, voilà, les études montrent que, là, je fais à l'extrême, les études montrent qu'il faut l'enlever et le changer. Et voilà, donc là, on se dit, on prend ces données et puis on arrive. Étant donné que l'équipe de recherche ne vient pas imposer son point de vue, donc on va délibérer entre nous pour savoir quels sont les plus et les moins et tout. Et puis, on peut même sortir de cette réunion à le garder malgré l'évidence, malgré les données probantes. Donc, c'est avant la séance qu'il faut proposer des différentes façons de faire. De dire que, OK, est-ce qu'on vote à la majorité plus 1? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit d'accord? Donc, discuter aussi et puis renseigner les gens sur les pour et les contre, là, si on est 100 et qu'on veut l'unanimité versus la majorité absolue et tout ça, on le discute. Mais ce qu'on a aussi vu dans les difficultés, c'est justement la difficulté d'arriver à un consensus. Là, c'est tellement rapporté. Et donc, la solution mitoyenne, c'est si on n'est pas d'accord, au moins soyons d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et donc, cherchons à mettre en place une structure. Souvent, ça va être une structure plus restreinte où vont être représentés chaque groupe en question. Donc, au lieu d'être 100, au lieu d'être 50, on va être 5 et s'assurer que chaque personne est vraiment représentative, porteuse de la voix des autres. Et en micro-groupe maintenant, on se donne un échéancier pour dire, bon, il faudrait qu'on arrive à la décision. Donc, malheureusement, Yves, ben, encore une fois, là, c'est au groupe de décider. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Joyce, je me demandais si tu pouvais nous donner des exemples d'objectifs ou de questions qui seraient posées dans un atelier délibératif autour de laquelle on essaierait d'obtenir un consensus.
OK. Par exemple, là, j'ai une diapo où je montrais quels sont les objectifs des ateliers délibératifs. Et en général, il y a une recherche qui se fait déjà en collaboration avec un organisme. Et puis après, on veut maintenant savoir comment procéder. Par exemple, je vais donner un exemple qui a été fait, pas ici au Burkina Faso. Il y avait un problème de santé publique au niveau des accidents de la voie publique. Et donc, la question qui s'est posée, c'est comment faire pour diminuer, c'est une question précise, comment faire pour diminuer les accidents à un carrefour précis de la grande ville de Ouagadougou. Et l'équipe de recherche est allée voir c'est quoi les causes. Donc, on avait beaucoup de causes on a identifiées. Et donc, là, on a appelé le service de police, on a appelé tout le monde pour répondre à cette question. Comment maintenant, parce qu'on a la recherche qui dit il faut un port de casque, il faut ceci. Enfin, on a trouvé les causes parce que les gens qui faisaient les accidents n'avaient pas de casque, il n'y avait pas le respect de la sécurité, de la signalisation routière et tout. Et donc, on vient avec la réponse de la recherche et maintenant le comment. Et donc là, maintenant, le comment diminuer. Donc, le service de police va dire, bon, OK, soyons plus vigilants, donner des contraventions. Donc, voilà ce genre de questions. Parfois, on peut aussi dire, l'exemple qu'on a fait ici à Québec, c'est qu'on a travaillé avec l'Alliance Santé Québec, qui est donc une alliance donc de recherche ici, qui voulait savoir comment impliquer, en fait, quelle est l'infrastructure, quelle est la meilleure infrastructure qu'on doit mettre en place dans la ville de Québec et dans ces zones environnantes pour permettre une meilleure participation et mobilisation citoyenne. Donc, nous, l'équipe de recherche, on est allé regarder dans la littérature, on a fait une enquête, on a questionné les chercheurs et puis on est revenu avec 4 propositions. Vous pouvez mettre en place un site web, vous pouvez mettre en place un coordonnateur de la participation citoyenne et puis vous pouvez faire un genre de membership où les gens s'inscrivent. Donc, on avait ces propositions et donc on les a vulgarisées. On a invité les différentes parties prenantes, on leur a partagé ça et il y a eu de la délibération. Et là, maintenant, est-ce qu'on a un consensus? Le consensus, il est difficile à mettre en place parce que, en fait, le consensus, c'est qu'il faut un peu de tout pour atteindre tout le monde. Donc, ça, c'est des questions assez générales. Mais on peut avoir une question clinique. Par exemple, il a été, j'aime bien, il y a France Légaret qui fait des recherches sur la prise de décision partagée. Et donc, on peut avoir les preuves scientifiques que ça ne sert à rien de prescrire des antibiotiques pour une otite virale vue en première fois chez un enfant de plus de 4 ans en consultation externe. Puis là, maintenant, ça, c'est les données de la recherche. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les différentes parties prenantes, y compris les décideurs, pour savoir comment aller de l'avant avec ça. Est-ce qu'il faut des incitatifs? Est-ce qu'il faut des formations? Donc, les médecins peuvent être là et dire, ben, ça, si vous ne faites pas des formations continues, ça ne va jamais changer. Et puis, on peut avoir un groupe de parents qui dit non, il faut plutôt former les médecins qui sont là à rassurer les patients. Donc, on peut avoir toutes sortes de questions partant des questions générales, sociétales, de santé ou de soins, de santé ou de services sociaux, à des questions très techniques comme l'utilisation d'antibiotiques ou les analyses de sang. Toutes les questions sont éligibles pourvu qu'elles aient été faites, elles aient été le produit d'une recherche qu'on amène sur la table et ensemble, on délibère de comment avancer, comment transférer en pratique, comment mettre en œuvre donc les connaissances qui sont produites. J'ai été longue, désolée, mais voilà. Non, non, c'est super, super éclairant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joyce. C'est déjà presque la fin, là. On arrive déjà à 1 heure. Ça a été vraiment très éclairant. Puis je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui vont être inspirés à essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur projet de recherche en lien avec les ateliers délibératifs, le dialogue délibératif. Si c'est possible, juste avancer d'une diapositive. Donc, juste un petit mot de la fin. On a un webinaire le 1er juin qui va être donné par Annie Saint-Yves sur l'intégration de l'activité physique dans la prise en charge des diabétiques par l'équipe de l'UMF Saint-François d'Assise. Juste un rappel que tous nos webinaires sont accrédités et sont disponibles sur YouTube. La prochaine journée scientifique du réseau 1 aura lieu le 15 juin, donc à l'Université Laval. Il est encore temps de s'inscrire. Je vous encourage fortement à vous inscrire. Et si ce n'est pas déjà fait, à devenir membre du réseau 1. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours nous écrire à moi ou à Sabrina aux adresses indiquées ici.
Si jamais vous avez des idées pour des webinaires à venir, contactez-nous. On est en train de planifier là, les webinaires pour la prochaine année. Donc, si vous avez des idées, si ça vous tente de présenter quelque chose, écrivez-nous, n'hésitez pas. Et puis, vous allez recevoir par courriel un petit sondage pour évaluer le webinaire. Si vous avez des commentaires pour qu'on puisse améliorer la formule, n'hésitez pas à nous les partager. Donc, merci beaucoup. Merci encore, Joyce. Et puis, bon week-end à tous. On va essayer de profiter un peu du soleil. Merci. Merci.